Oui. Je dis que l'opération, la première opération qui a eu lieu ici, quand on parle d'une manifestation révolutionnaire, etc., c'est une opération qui a été préparée avec des armes saoudiennes qui ont été transportées antérieurement à cette manifestation et cachées dans le sous-sol d'une mosquée, ainsi que l'a révélé un général saoudien à la télévision. Et deuxièmement, la manifestation est allée attaquer un hôtel de police, en fait tenu par les services secrets militaires syriens, et qui était à l'extérieur de la ville. C'est un peu bizarre de sortir de la ville pour une manif. Et ils ont été attaqués cet hôtel, dont la fonction était la surveillance du Golan occupé par Israël. Donc, c'est quand même assez clair sur les puissances impliquées. Mais ce genre d'information n'apparaît nulle part, quoi. Quand vous êtes en France... Ça n'apparaît nulle part en Europe. Ça n'apparaît nulle part en Europe. Bon, en tout cas, merci de permettre d'avoir accès à ces informations. Bon, on peut clore le dossier 2012 et puis la Syrie. Le conflit est pratiquement terminé, vous nous disiez? Non. Le conflit se poursuit d'une part à Idlib autour d'Al-Qaïda, et donc je dis ces gens d'Al-Qaïda sont soutenus par l'armée française et par l'armée allemande. Puis il y a la Turquie, évidemment, qui assure le bon fonctionnement de tout ça. Et d'autre part, il y a la zone occupée par les États-Unis, on dit le Rojava, un État kurde, etc. Bon, en fait, c'est les États-Unis qui sont là, et ils ont des collaborateurs kurdes qui sont généralement venus pendant la guerre, qui n'habitaient pas là avant. Il y avait quelques Kurdes qui sont immigrés en Syrie depuis les années 80. Donc ce n'est pas du tout une population originelle ici. Alors, ces Kurdes voient maintenant partir les troupes US qui sont remplacées prioritairement par des troupes françaises. D'accord, ça veut dire que le conflit qui semblait être pratiquement terminé a été réactivé récemment? Non, le conflit continue, mais uniquement dans le nord du pays. Uniquement. Et c'est dans cette partie que les ressources naturelles sont exploitées par les États-Unis Alors, les États-Unis et Israël commencent à exploiter les puits de pétrole dans la partie US qui va bientôt devenir une partie française. D'accord. Mais c'est en totale contradiction avec les lois internationales, il me semble. C'est en violation des conventions de Genève, oui. Parce qu'on n'a pas le droit d'exploiter un territoire que l'on occupe, quand même militairement. Ça paraît assez évident. Alors, bon, le gouvernement de Sarkozy était de manière claire soumis aux injonctions du gouvernement Bush. Est-ce qu'on peut dire de la même manière que le gouvernement Hollande était totalement soumis aux injonctions du gouvernement Obama? Moi, je ne sais pas pourquoi on dirait ça. Peut-être, mais il faudra le démontrer. Parce que c'était plus évident sur Sarkozy. Moi, je pense que François Hollande a décidé ce qu'il faisait. Il a décidé, mais il l'a bien fait pour des personnes en particulier. Je veux dire, c'est pas le type de personne à prendre des initiatives par rapport à son propre... Quand on affiche comme objectif de vouloir rétablir un mandat colonial français sur la Syrie, on doit effectivement être au service, enfin chercher à favoriser certaines compagnies, certaines industries. Mais les Français n'ont tiré aucun bénéfice de ces choix géopolitiques, donc c'est peut-être probablement des compagnies qui ne sont pas françaises. Ah, je ne sais pas. Ça, vous savez pas, on ne peut pas remonter plus haut. Je pense qu'il y a beaucoup de compagnies françaises qui étaient intéressées par ça, parce que
j'ai toutes sortes d'informations sur des réunions qui se sont tenues à huis clos avec des dirigeants économiques français, et apparemment tout le monde supportait ce programme. Et quel bénéfice ils en ont retiré au final? Est-ce que ça s'est avéré infructueux pour eux? Aucun, voilà. Bon. Infructueux, oui, aucun. Est-ce qu'on peut citer quelques patrons ou compagnies concernées? Non, je ne peux pas faire ça. Oui. Non, je ne peux pas faire ça. Je n'ai pas de preuve de ça. D'accord, très bien. Bon, écoutez, là, très bien. On va ce dossier syrien, on va le mettre de côté. Maintenant, on va se pencher peut-être sur un article que vous avez sorti récemment à propos de l'achat massif de terres en Argentine et au Chili par des défenseurs d'Israël et des affairistes juifs au service d'Israël. Quel est l'intérêt? Quels sont les enjeux là-bas? Personne ne sait. C'est très étonnant. Un grand milliardaire britanno-israélien s'est mis à acheter des terres en Patagonie, des terres, toujours plus de terres. Il a aujourd'hui un territoire qui est au moins une fois et demie grand comme l'État d'Israël. Et ce territoire se trouve dans la partie de l'Argentine dont le gouvernement argentin n'a pas l'entier contrôle. Vous savez que depuis la guerre des Malouines, le gouvernement argentin a été obligé d'accepter un traité de paix qui fait que l'espace aérien de la Patagonie n'est pas contrôlé par l'armée argentine, mais par l'armée britannique. Ils ont gagné la guerre des Malouines. Donc, dans cette zone, voilà, un grand territoire a été acheté par ce milliardaire. Il y a construit une ville qui est inhabitée et dans laquelle environ 40 000 personnes peuvent vivre. Alors, c'est pas beaucoup d'un côté, mais ça en est quand même beaucoup d'un autre. Et d'autre part, il reçoit régulièrement des soldats israéliens à la fin de leur période de conscription. Ils viennent faire un stage chez lui. Donc ça, ce sont des faits que tout le monde peut vérifier. Pourquoi? Je ne sais pas. Si vous voulez, je trouve un peu bizarre qu'on vous offre une colonie de vacances en Argentine à la fin de votre service militaire. Mais je veux dire, ce qui s'est passé avec le sous-marin, le San Juan, le Saint-Jean, ou je ne vais pas le dire en espagnol, comment vous le nommez, ce sous-marin qui était le fleuron de la marine argentine? C'était peut-être le seul d'ailleurs. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Voilà, c'est ça, le San Juan. C'est probablement pas par hasard que ce sous-marin a disparu dans cette zone. Ah, mais moi j'ai rencontré un certain nombre d'officiers généraux argentins, et eux étaient persuadés que ces événements sont liés. Maintenant, moi, j'en sais pas plus. Hein. Vous savez, cette disparition est extrêmement pleine de secrets, parce que ce sous-marin remplissait une fonction. Au moment où il a disparu, il avait une mission secrète qui lui avait été confiée par le chef de l'État. Personne ne sait ce qu'était cette mission secrète. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas une base navale qui est en train d'être construite par l'État hébreu sous la supervision des États-Unis et de l'Angleterre là-bas? Non, c'est pas à cet endroit-là, c'est pas à cet endroit-là, c'est du côté Pacifique. Du côté chilien? Du côté Pacifique, chilien, oui. Il y a une base sous-marine louée par Israël. Alors pourquoi louée par Israël? Je ne sais pas. Est-ce que c'est pour aller exploiter des ressources minières aux alentours du pôle? Je ne sais pas. Oui, parce qu'on peut se poser la question. Je veux dire, à chaque coup que l'entité Israël, enfin, que les Hébreux sont implantés quelque part, on retrouve toujours l'Angleterre pour couvrir
Oui, la manifestation, toujours. que ce soit en Palestine ou en Argentine, il y a toujours une couverture Oui, anglaise de l'implantation hébreu, des oui, oui. Hébreux. Est-ce que c'est un effet paranoïaque des Israéliens à avoir une base de repli en cas de destruction de leur pays? Et dans ce cas, quel pays pourrait pouvoir détruire Israël? C'est-à-dire, qui a la volonté ou l'intérêt de détruire Israël? Il faut être paranoïaque pour acheter Et, des terres en masse et probablement à terme demander une autonomie territoriale, quoi. C'est ça, hein, l'histoire. d'abord, personne ne pense pouvoir détruire l'État d'Israël. Oui, Personne. bien ce que Parce c'est que bien l'État pour. d'Israël est défendu par les puissances occidentales, donc c'est même pas la peine d'en discuter. Alors pourquoi ils ont besoin Euh, d'une base de repli s'ils n'ont pas ils sont paranoïaques ou il y a quelque chose comme un enjeu stratégique avec l'Antarctique? Écoutez, moi, je n'en sais pas plus. Je ne fais que constater ces choses-là, et je les constate alors que euh, peu de gens veulent en parler, même si c'est facile à vérifier, mais peu de gens veulent parler de ça. Et même si vous voulez, l'autre jour, là, il y a eu une tentative de coup d'État au Venezuela qui a été organisée par le Mossad. Qu'est-ce que ça vient faire au Venezuela? Et les enregistrements des conversations entre les comploteurs qui ont été révélés par le gouvernement Maduro et le ministre de l'Information les a présentés à la télévision nationale. Dans ces enregistrements, on explique clairement que les donneurs d'ordre, ce sont les Israéliens. Ben, vous parlez du Venezuela. Moi, je me souviens que Sarkozy avait ordonné une opération d'assassinat contre Hugo Chavez, puisque Oui, les autorités vénézuéliennes avaient expulsé un type des services secrets français qu'ils avaient pincé avec du matériel pour un assassinat. Ça aussi, c'est passé complètement oui, oui. inaperçu dans les médias français. Non, non seulement c'est passé inaperçu, mais il y a même un grand média français qui s'était moqué de moi parce que j'avais parlé de ça. Je me, je Et me, à partir du moment où il y a une culpabilité française, on ferme les yeux. Parce que je me souviens, sur le réseau Voltaire, vous aviez mis la photo du type qui avait été expulsé. Hein, et qui Oui, était puis visiblement, il n'était pas sud-américain, hein, c'est sûr. oui, mais il y avait le tweet de la ministre de la Justice vénézuélienne qui disait voilà, on l'a expulsé, tout ça, oui. Il avait été trouvé avec des explosifs, des armes à feu. Oui, Il a été oui. pincé sur le. Et il avait toute une équipe autour de lui, mais il avait constitué une équipe avec des Vénézuéliens. Lui, il était de la DGSE. Oui. De la DGSE. Voilà. Et c'était sous Sarkozy. Hein. Donc ça a été forcément Oui. invalidé par le gouvernement français à cette époque. Pour revenir avec cette histoire d'Israël, des Hébreux et de l'Angleterre, bon, si on regarde Gibraltar en Espagne, si on regarde Oui. l'Argentine, on a quand même un toupet des Anglais à s'implanter chez les autres et à restreindre pour l'Argentine l'accès à l'Antarctique, alors que c'est pas du tout leur zone, c'est pas chez eux, quoi. Oui, mais d'abord, il faut se rendre compte que collectivement, nous fermons les yeux sur les agissements des Britanniques. Par exemple, l'Union européenne, depuis quelques mois, reconnaît que Gibraltar est une colonie britannique. On marque colonie de la couronne. Hein, bon. Alors, il faut en tirer des conclusions. Il ne suffit pas de reconnaître l'état de fait. Il faut demander aux Britanniques de quitter le rocher de Gibraltar. Et c'est pas. Enfin, je veux dire, moi je comprends un peu la mentalité des Anglais d'exploiter le laxisme ou l'ambiguïté des autochtones. Oui. C'est-à-dire que c'est aussi à l'Espagne de faire en sorte de se faire respecter sur son territoire. S'ils n'en sont Oui. pas capables, c'est exploité par les Anglais comme ils l'ont toujours fait, je veux dire. Pareil pour les Argentins. C'est une question de rapport de force aussi. Bon, les Britanniques occupent 2 villes à Chypre où ils ont des bases militaires et ils ont signé un traité. Ils ont signé un traité qui leur permet de louer ad vitam aeternam. Il n'y a pas de limitation de date. Oui, d'accord. Voilà. Typiquement anglais. En fait, c'est de l'occupation pure et simple. De l'occupation pure et simple. Mais en Argentine, ils restreignent
l'accès à l'Antarctique et à l'exploitation des ressources des Argentins en ayant la main mise sur une zone particulière de l'Argentine avec des traités. Et c'est cette zone-là qu'Israël est en train d'investir. Oui, c'est ça. Bon, parce que je veux dire, oui. c'est toujours surprenant de la part des Anglais qui sont toujours dans les bons coups comme ça. Est-ce que je peux vous citer une phrase de Chaim Weissman? Je ne sais pas, moi je parle pas très bien. Il faut que je la retrouve vite fait. Alors, le 3 janvier 1919, il signe avec l'émir Faisal ibn Hussein, futur roi d'Irak, un accord régissant les relations entre les Juifs et les Arabes au Proche et Moyen-Orient. La même année, il déclare « Nous demandons la possibilité de nous installer en Palestine et quand nous en serons la majorité, nous en réclamerons le gouvernement. » Est-ce que cette mentalité typiquement juive ne va pas se manifester en Argentine après l'achat de terres massives où ils vont revendiquer une autonomie territoriale après avoir tout acheté? Alors, elle se manifeste déjà. Il y a une tribu indienne à cet endroit-là et ils essayent de... Les Mapuches. Voilà, les Mapuches. Ils essayent d'instrumenter le combat des Indiens Mapuches pour pouvoir créer un État indépendant qui évidemment serait le leur. D'accord, donc ça veut dire que finalement la terre promise c'est aussi bien en Argentine. Ben, la terre promise c'est une histoire qui est arrivée assez tardivement. Hein. Au début on a pensé faire ça dans l'actuel Ouganda, on a pensé faire ça au Brésil, on a pensé faire ça en Argentine, on a pensé faire ça à beaucoup d'endroits. Bon, finalement, le mythe du retour sur un territoire dont on avait été chassé, alors qu'en fait on sait que c'est pas vraiment la même population, puisque les Hébreux aujourd'hui, la moitié d'entre eux viennent d'Europe centrale, ne viennent pas de l'ancien royaume de Palestine. Donc voilà, tout ça c'est de la fiction. Aujourd'hui on dit qu'on accomplit la Bible, mais avant on n'en avait rien à faire. D'accord, une excuse plus pour justifier certaines choses. Mais ça veut dire que ça serait une base de repli parce que clairement on a l'impression quand on écoute, quand on regarde certains articles que c'est une base de repli éventuelle en cas de conflit. Il y a quand même une parano récurrente. Moi j'ai cette impression parce que sans ça il faut dire pour qu'on construit des logements pour 40 000 personnes, c'est forcément pour recevoir des gens, c'est pas uniquement pour le plaisir de l'architecture. Bon, moi, je m'intéressais à l'Antarctique récemment parce que je cherchais les températures les plus basses qui avaient été enregistrées. Il se trouve qu'en 2010, on a enregistré moins 93 degrés Celsius au-dessus du lac Vostok, sur une base russe en Antarctique. Et je me suis posé la question, puisque c'est lié avec l'accès à l'Antarctique, quels étaient les enjeux dans les perspectives futures de l'Antarctique par rapport aux jeux géopolitiques, justement? Eh bien, franchement, je ne sais pas. Bon, autant pour le pôle Nord, c'est clair parce qu'il y a de nouvelles voies de navigation, autant au Sud, vraiment, je ne sais pas. Mais il y a une compétition entre les grandes puissances pour arriver là-bas, ça c'est clair. Mais est-ce que ce n'est pas les réserves d'eau, le lac Vostok par exemple, qui pourrait être un enjeu, puisque l'eau sera un enjeu du futur, il n'y a aucun doute là-dessus? Oui, mais il y a d'autres enjeux aussi. Est-ce qu'il y a du pétrole, il y a des choses comme ça? Il y a beaucoup de minerais à cet endroit, il y a énormément de minerais, dont certains très précieux. Et vous ne pensez pas que, dans la perspective que j'abordais tout à l'heure avec la croissance exponentielle des populations qui sont calquées sur un modèle néolibéral qui est consommateur en technologie et donc en ressources naturelles, il va y avoir une compétition de plus en plus accrue pour avoir accès aux ressources naturelles qui amènera probablement des conflits plus importants? Parce que les gens, pour l'instant, n'ont pas appris à coopérer ni à partager. S'il y a de plus en plus de gens et de moins en moins de ressources naturelles, il est évident que ça va droit au chaos. Hein. On sait comment ça se fait. Quand il y a une mare d'eau pour 100 personnes, on sait comment ça se passe. Oui. Alors, d'abord, on doit garder les proportions en tête. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de ressources naturelles que nous en avons besoin. Et il y a
énormément de choses disponibles, pas uniquement ceux que nous savons utiliser. Il peut y avoir des ressources de matériaux que nous n'utilisons pas, que nous ne savons pas travailler. Donc, ça veut dire que dans le temps, nous avons sûrement pour plusieurs siècles, peut-être beaucoup plus, de ressources naturelles. Non, vous vous inquiétez pas sur l'exploitation des ressources naturelles. Non, je dis que ce n'est pas un problème immédiat du tout. Le problème immédiat, c'est qu'on se fait la guerre pour ça. D'accord. Moi, je pensais qu'on se faisait la guerre pour ça à cause du fait de l'anticipation des enjeux futurs sur l'accession. Par exemple, la famille Bush a acheté des terres en Amérique du Sud parce qu'il y a des réserves d'eau immenses. Donc, ils envisagent, et j'avais entendu Clinton là-dessus, que les batailles de demain, ça sera pour l'eau, notamment. Oui. Mais par exemple, George Bush, le jeune, là, il pensait que le pétrole allait venir à manquer au cours des années 2000. Qu'au cours des années 2000, on n'aurait plus de pétrole disponible. Que donc, les États-Unis devaient s'emparer de tous les champs pétroliers possibles et imaginables dans un temps très très court. Mais aujourd'hui, on sait que c'est faux. Aujourd'hui, on sait que du pétrole, il y en a pour un siècle moins. Donc, la vision qu'on a de ces choses-là est très subjective.